Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, bienvenue à vous, chers auditeurs en direct, et puis à tous ceux qui nous écouteront en replay sur les plateformes d'écoute en ligne de la chaîne YouTube de Radio Grand Lac ou de la chaîne Parents Autrement sur Spotify et sur Apple Podcast. Voilà une nouvelle émission qui débute autour de la parentalité et des familles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par deux invités d'exception, j'ai envie de dire, parce que c'est pas souvent que j'ai la possibilité de recevoir des personnes du monde médical sur l'émission Parents Autrement. Je suis accompagnée aujourd'hui donc d'une sage-femme, Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Et d'une pédiatre. Bonjour Mélissa. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une ouverture qui a eu lieu sur Aix-les-Bains, mais c'est aussi des ouvertures qui ont lieu dans toute la France. On va parler de l'ouverture de la Maison de la Parentalité et des Familles, qui s'est ouverte il y a quelques semaines, je crois, dans la belle ville d'Aix-les-Bains. On va aller voir en fait quelles sont les initiatives de ce lieu ressource, ce lieu de soutien. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à y trouver? Et on va surtout parler finalement de l'axe principal que la Maison de la Parentalité et des Familles d'Aix-les-Bains a choisi d'investiguer, c'est le lien d'attachement. Qu'est-ce que c'est que le lien d'attachement avec son enfant? Comment il se construit? Comment il peut s'altérer? Et qu'est-ce qu'on a comme ressources en fait pour en prendre soin au quotidien ou tout au long de la vie de parents qu'on aura avec notre enfant? Voilà un petit peu le programme de cette émission que vous pourrez retrouver en replay dans quelques jours sur les plateformes d'écoute. Alors, Nadia, bonjour. Bonjour. Ce que j'aime bien présenter dans cette émission, c'est de commencer par qui tu es, au-delà de la sage-femme évidemment, mais qu'est-ce qui t'a mené à aller choisir ce métier de sage-femme et qu'est-ce qui t'a mené à vouloir t'investir dans la Maison de la Parentalité et des Familles? Alors moi je suis sage-femme libérale là, depuis déjà quelques années, je suis diplômée de 2008 et j'ai toujours voulu faire un métier médical. C'était un souhait que j'ai depuis l'enfance, ce souhait est arrivé autour de mes 7 ans. Et c'est que je me suis quand même j'ai beaucoup travaillé pour arriver à atteindre mon objectif. Ce qui me plaît dans le métier de sage-femme, c'est que ça reste un métier qui est médical, qui reste humain. On est quand même assez proche de nos patients. Et c'est un métier aujourd'hui pour lequel les compétences ne cessent d'augmenter pour nous permettre justement d'être au plus près des besoins de nos patients. Après, c'est un métier qui reste quand même beaucoup tourné sur la physiologie, sur la prévention, ce qui permet de pouvoir proposer des choses intéressantes au quotidien. Donc c'est un peu toutes ces facettes de ce métier qui me plaît, notamment la polyvalence. Une sage-femme peut être en libéral, peut être hospitalière. J'ai moi-même commencé une carrière hospitalière avant d'être en libéral, pour aussi des raisons personnelles et privées. Et après, pour ce qui est du projet de la Maison de la Parentalité, alors c'est vrai que le fait d'être en profession libérale est toujours un peu compliqué au départ. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, parce qu'on est rapidement isolé. Moi qui avais l'habitude de travailler dans une maternité de niveau 3, où on faisait plus de 3000 accouchements, on était 4 sages-femmes, à travailler avec des médecins, des anesthésistes, des auxiliaires puères. On travaillait déjà quand même en pluripro. Ce qui était intéressant, c'est sur des situations particulières, d'être à plusieurs pour pouvoir travailler, échanger sur les dossiers. Et c'est ce que j'ai rapidement perdu quand je me suis installée en libéral. Au départ, j'étais remplaçante, donc je travaillais quand même beaucoup avec la sage-femme que je remplaçais. Et puis ensuite, quand je me suis installée à Aix-les-Bains, il a fallu construire le réseau. Et la Maison de la Parentalité était aussi cette possibilité de travailler en pluripro avec des médecins, donc on a une psychomotricienne, des psychologues, ostéopathe. L'équipe est quand même pluriprofessionnelle. Et ensuite, avec cet axe prévention parentalité qui fait quand même directement écho à ma profession de sage-femme. Donc en fait, ce sont toutes ces raisons qui m'ont fait rejoindre ce projet qui a démarré il y a quasiment 3 ans. Et effectivement, l'ouverture, comme vous l'avez confirmé, s'est faite sur la 3e semaine du mois de janvier de cette année. Donc c'est déjà quelques mois de pratique. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qui ferait ta singularité, ta touche à toi d'accompagner les parents? Qu'est-ce que t'aimes le plus peut-être d'accompagner dans tout l'univers de la sage-femme qui peut être très vaste finalement. Mais c'est sûr que l'univers de la sage-femme est très vaste. C'est aussi ce qui va me permettre de pouvoir accompagner de manière assez vaste aussi sur les problématiques qui vont émerger de la part des familles qui viennent nous rencontrer à la Maison de la Parentalité. Je peux pas dire que j'ai une problématique type qui va m'intéresser, mais en tout cas j'apprécie que je vais pouvoir être un maillon de la chaîne qui va pouvoir aider les familles à trouver des solutions, à rajouter des outils dans leur boîte à outils.
Oui, parce que c'est vrai qu'en termes d'outils, je crois qu'il y a à la fois ton bagage de sage-femme, mais il y a aussi des propositions annexes pour accompagner aussi autrement les parents qui en font le choix. Exactement, je l'ai pas reprécisé, mais alors je suis sage-femme, je suis également sophrologue et je suis formée j'ai plusieurs niveaux en hypnose médicale. C'est des pratiques que je proposais déjà dans mon activité principale de sage-femme et je vais également pouvoir les utiliser notamment pour travailler avec les patients qui auraient eu un accouchement compliqué, l'arrivée d'un nouvel enfant, les angoisses qui peuvent y avoir autour du projet grossesse lui-même. Donc voilà, ça reste aussi des outils que je peux aussi rajouter à ma pratique à la maison de la parentalité. Et dernièrement, je me suis formée à un outil qui s'appelle Motivessence, qui va permettre de travailler aussi sur l'émotionnel, la libération de la parole, pas forcément pour atteindre un objectif comme le ferait la sophrolhypnose, mais plutôt pour accompagner et être complémentaire de ces outils de PNL et libérer la communication, la parole. Donc ça reste assez intéressant. Voilà. Ok, super. Donc finalement, ton approche, c'est d'être présente auprès des femmes tout au long de leur vie de femme, on va dire, que ça soit le démarrage de justement la menstruation qui se met en place et du coup la fertilité qui vient avec, la préconception en désir d'enfant, la grossesse, la préparation de la naissance de cet enfant, le postpartum aussi, tu fais ces suivis où tu te rends au domicile des personnes aussi, et puis plus tard, quand la vie de la femme évolue après les épisodes de plusieurs maternités, c'est ça? Effectivement, les compétences de sage-femme vont s'étendre déjà du suivi gynécologique préventif qui va concerner les jeunes femmes dès leurs premières règles, les accompagner dans leurs besoins gynéco et contraceptifs, le projet de grossesse, le suivi médical de la grossesse et la préparation à l'accouchement. Pour celles qui sont en milieu hospitalier, vont pouvoir pratiquer l'accouchement quand il se déroule tout à fait normalement. Et en postpartum, on développe beaucoup aussi le suivi du retour à domicile dès la sortie de la maternité. Lorsqu'une patiente sort à J3, J4, aujourd'hui, on peut déjà les voir le lendemain de leur sortie, ce qui permet de suite reconstruire un lien, d'accueillir les premières problématiques, et s'il y a besoin, de les mettre aussi dans le réseau qui existe déjà quand il y a des problématiques autres qui dépassent notre compétence de sage-femme. Donc là, ça permet de travailler aussi avec le réseau et les autres professionnels qui sont autour. Et ensuite, on va les accompagner par la suite sur leur éducation du périnée, qui est quand même importante. Exactement, précisons-le. Sur la période du postpartum, alors depuis quelque temps, on a de nouvelles cotations qui permettent de voir les patientes jusqu'à 3 mois après l'accouchement, dans le cadre de l'entretien postnatal ou de séances postnatales. Et puis après, on va aussi accompagner les femmes dans la période de ménopause ou périménopause aussi. Ah oui. Donc ça permet effectivement d'être des professionnels de santé au centre de la santé sexuelle de la femme. Ouais, c'est important de le préciser parce que c'est vrai que moi-même et beaucoup de mes amis, on a comme découvert qu'on pouvait se faire des suivis avec une sage-femme plutôt qu'avec un gynécologue, que c'était aussi une autre alternative. Des fois, on peut avoir aussi des rendez-vous plus rapidement, et puis il y a aussi ce lien de femme à femme qui permet d'être dans une autre sphère, on va dire. Et donc c'est important de pouvoir bien préciser que l'accompagnement que les sages-femmes proposent aujourd'hui, il peut vraiment s'inscrire dans une continuité de l'adolescence finalement à la ménopause. Donc après, pour les sages-femmes, ça reste aussi donc de limiter aux femmes qui sont en bonne santé. Donc c'est quand même la majorité de la population féminine. Et petite remarque quand même, la profession de sage-femme se masculinise quand même aussi beaucoup. Et oui, c'est vrai. Donc on a des sages-femmes hommes qui assurent très très bien le suivi gynécologique des femmes, le suivi échographique et autres. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Exactement, précisons-le, on en a parlé dans la dernière émission de dégenrer les métiers. Et que c'est quelque chose qui est assez chouette. Mélissa, donc toi, on te retrouve plutôt sur la pédiatrie, tu es médecin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a fait choisir les enfants, les tout petits enfants d'ailleurs peut-être? Et voilà. Alors moi, c'est comme Nadia, j'ai voulu être pédiatre depuis l'enfance. Ouais. En tout cas, j'idéalisais un petit peu le métier. J'avais plutôt le côté un peu humanitaire d'aller sauver les enfants du monde. Ouais. Et puis après, j'ai pas fait médecine tout de suite parce que en fait, j'ai pas fait spécialement un très bon bac. Voilà, c'est arrivé. Donc on a un peu découragé pour dire ce qui est. Et puis j'ai fait d'autres études et puis à un moment donné dans ces études-là, je me suis dit c'est pas possible. En fait, je me retrouvais pas du tout dans ce que j'avais choisi et je me suis dit je vais au moins essayer. J'aurais pas le regret, je vais tenter médecine et j'ai tenté médecine et j'ai réussi. Parce que je suis là aujourd'hui.
Et moi, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui est grossesse, nouveau-né. Enfin, ça m'émerveillait beaucoup. Ça m'a toujours émerveillée. Et en fait, pendant mes études, j'ai découvert un peu plus la gynécologie obstétrique. J'ai beaucoup hésité entre les deux. Et j'ai d'ailleurs, en fait, quand j'ai commencé à être interne, j'ai fait un internat de gynécologie obstétrique à la base. Pendant 1 an. D'accord. Et puis, pendant mes gardes, je regardais toujours où partait le bébé. Des fois où ça se passait pas spécialement bien, en tout cas, voilà, je me préoccupais quand même. Je voyais que ça m'intéressait aussi. Alors, la phase de l'accouchement m'intéressait beaucoup, mais il y avait aussi cet attrait-là. Et donc, du coup, j'ai demandé à faire un stage en pédiatrie, en néonate, pour savoir un peu ce qui se passait. Et en fait, j'ai eu un gros coup de cœur sur la réanimation néonatale, sur la néonatologie. Et du coup, j'ai changé de spécialité et je suis repartie sur mes premières impressions, on va dire, et j'ai fait mon internat de pédiatrie. Et après, j'ai été praticien hospitalier pendant plusieurs années à l'hôpital d'Annecy, donc en néonatologie, donc dans un niveau 2B. Et puis un jour, alors moi je suis aixoise en fait depuis l'enfance. Intéressant. Et donc du coup j'avais aussi, je suis beaucoup attachée à cette ville et j'ai été suivie par des pédiatres, un pédiatre à Aix et du coup j'ai une de mes amies que j'avais rencontrée à l'hôpital qui s'était installée à Aix-les-Bains, qui faisait des remplacements et qui un jour m'a dit écoute Mélissa, je voudrais m'installer mais je le ferai pas toute seule. T'as pas envie de venir avec moi? François Vielle-Lesage qu'elle remplaçait, qui est un ami commun, partait à la retraite et elle nous a dit, elle m'a dit est-ce que tu veux venir? Et du coup elle m'a accueilli quand il fallait. Je pense j'étais à un moment de ma vie où j'avais 2 enfants qui étaient petits, donc il enchaînait les gardes à l'hôpital, les allers-retours, les gardes de 24 heures, ça devenait compliqué. Et donc du coup j'ai dit ok, allez, je te suis. Et on a ouvert notre cabinet du coup depuis 2022 à Grésy-sur-Aix. À Grésy-sur-Aix, ok. Toutes les deux, et ça fait bientôt 2 ans du coup qu'on est ouverte. Et donc du coup changement pour moi alors pas de profession parce que je reste pédiatre, mais changement de milieu, d'environnement de travail, c'est pas la même chose comme après voilà, je suis comme Nadia, j'adore travailler en équipe, j'adorais l'hôpital, j'ai adoré mes années en néonat puisque j'allais de la salle de naissance à la réanimation, à la maternité, enfin c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Et là je découvre un métier qui est tout autant passionnant. Ce que j'aime moi c'est la relation aux autres avec les familles surtout et d'accompagner les familles. Voilà, donc là c'est sur un temps plus long aussi, ça, je découvre une relation avec les familles, avec les enfants qui est différente et c'est aussi tout agréable. Voilà. Ouais. Je suis passée de les accompagner sur les premiers moments à les accompagner tout le long de leur enfance et leur petite enfance. Donc, c'est ça. C'est un vrai bonheur de vous écouter parce que je prends conscience que là, vous êtes face à moi et du coup face aussi à tous ces auditeurs sans la blouse blanche, on va dire, et qu'on découvre finalement l'humain qui est vraiment derrière, la passion qui vous anime de ce choix de métier qui est pas juste des données scientifiques et médicales de santé. Là, on va au-delà en fait de cette enveloppe-là, comme un oignon qu'on pourrait enlever et aller voir. Bah oui, en fait, tous les médecins ont derrière une histoire de pourquoi ils ont choisi ce métier, médecins, sages-femmes et les autres professions aussi. Et voilà, je trouve que c'est toujours enrichissant d'avoir cette découverte-là, cet autre discours, et d'aller comprendre un petit peu tout ce qui vous rassemble. Ce que j'entends en fait, c'est que derrière vous êtes 2 personnes qui aimez l'une et l'autre faire du lien avec les autres humains, que ce soit avec vos patients, les familles que vous accompagnez, d'avoir cette continuité, comme tu disais Mélissa, de les suivre, grossesse, naissance, néonate, et puis retour maternité, et voilà, de suivre l'histoire, de suivre l'évolution de ces êtres qui ont fait le choix de venir sur Terre et de voir comment ça se passe pour eux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Je pense que vous confirmez. Oui, tout à fait. Et puis là, sur le libéral, c'est vrai que pour moi, je suis sortie un peu de ma zone de confort du coup au départ, mais du coup sur Aix, il y a un bon réseau de professionnels. On travaille beaucoup. Du coup, on connaît bien les sages-femmes. Moi, j'aime beaucoup me faire un petit réseau, que ça soit les kinés, les ostéos, tous les personnes qui peuvent travailler en lien avec nous. Et souvent, moi j'ai les numéros de portable, j'aime beaucoup travailler comme ça, les appeler, on s'envoie des messages, est-ce que tu peux revoir ce bébé? Là, j'ai besoin qu'il y ait une sage-femme qui regarde derrière, ou les filles, elles m'appellent, les filles, les garçons,
qui m'appellent et qui me disent bah tiens j'ai vu ce bébé là. Enfin on fait beaucoup de liens entre nous. Moi c'est ce que j'aime beaucoup là sur notre petite grande ville. Je sais pas comment on peut l'appeler. Mais... Oui, c'est qu'on est sur un territoire qui reste quand même assez dynamique. Ouais. Et ça c'est hyper agréable de recréer du lien avec des professionnels qui sont libérales et pouvoir travailler ensemble, c'est vraiment chouette. Ouais, ce côté réseau. Et donc dans ce côté réseau, c'est un petit peu ça que vous allez retrouver à la maison de la parentalité et des familles. Donc si on présente un peu plus ce lieu, c'est un lieu ressource de soutien où vont être proposées des actions qui sont innovantes pour la prévention du lien d'attachement, du lien familial entre le parent et son bébé. Il y a aussi un côté de parler des besoins fondamentaux du bébé. J'ai l'impression qu'on pourrait apprendre à découvrir comment fonctionne ce bébé dont on a eu la livraison sans le mode d'emploi. Souvent, ce sont des parents qui disent ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus du coup où est-ce qu'on trouve déjà cette maison? Alors, la maison de la parentalité, elle est située rue des Prairies-en à Aix-les-Bains. Le bâtiment s'appelle le Zénith et on est au 4e étage. Ok. Et ensuite, du coup, on a des espaces où on peut avoir des rendez-vous individuels de consultation avec différents praticiens. Et il y a aussi un espace un peu plus peut-être collectif, c'est ça, où on peut avoir des ateliers ou des animations, des conférences aussi. Voilà, donc effectivement, on va avoir 2 types d'actions. On va dire des actions plutôt individuelles et des actions qui vont être collectives. Sur les actions individuelles, on va notamment retrouver la permanence d'écoute qui va se faire sur rendez-vous auprès du secrétariat de la maison de la parentalité. Qui est gratuite d'ailleurs. Qui est gratuite. Et donc les familles sont reçues, alors actuellement c'est le mercredi soir et le samedi matin. Donc les familles sont reçues par 2 professionnels de santé pendant une durée d'une demi-heure où on va pouvoir déjà les accompagner, leur donner déjà des premiers éléments. Et à l'issue du rendez-vous, on les recontacte systématiquement parce qu'on va retravailler, nous, en pluripro, sur comment accompagner au mieux cette famille dans cette problématique-là. Voilà. Dans les types de problématiques, pour juste un peu imager, une famille qui traverse quoi viendrait venir vous voir? Et bien on est sur des choses très simples en fait. On va être l'arrivée d'un nouvel enfant dans le foyer, la gestion des émotions, le sommeil. Des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des parents qui se sentent débordés par un enfant qui n'écoute pas, par exemple. Qui ne coopère pas. Qui ne coopère pas. Et souvent des parents qui se sentent effectivement dépassés dans leur rôle de parents. Et en fait, la permanence d'écoute, je pense qu'effectivement, il faut bien entendre le mot écoute, c'est de poser un peu son bagage, là, de un peu vider son sac. Je pense que ça sert surtout à ça. En fait, de dire, en fait, je viens là, j'en peux plus pour telle ou telle raison. Et déjà, ça fait déjà du bien d'en parler à des professionnels. Et puis, nous, ensuite, effectivement, on va peut-être donner 2-3 clés, mais c'est surtout dire, OK, on a bien entendu le message. On va pouvoir essayer de faire. L'invitation, du coup, c'est aussi de pouvoir proposer aux parents de venir vous voir, mais sans forcément qu'il y ait une raison de maladie, de pathologie, exactement, de problèmes de santé. On n'est pas forcément sur le somatique, sur j'ai un symptôme et je vais voir une sage-femme, un médecin ou un autre professionnel de santé. C'est une problématique en fait de vie où quelquefois même sont des familles qui ont déjà consulté d'autres personnes dans le réseau et qui viennent chercher de nouveaux outils, de nouveaux bagages. Une autre écoute, quelque chose qui peut leur permettre de voir la situation avec un autre regard, ou alors confirmer le regard qui a déjà été posé, mais avec d'autres mots et une écoute, comme vous dites. L'écoute, c'est vraiment c'est l'essentiel de la relation à l'autre. C'est déjà de pouvoir permettre à l'autre de dire ce qu'il ressent, comme tu disais, de vider son sac, et ensuite d'arriver à les connecter à finalement le nœud de la situation, le problème précis, les besoins qui sont pas nourris. Et des fois, souvent, les parents viennent parce que c'est comme si le regard était tourné sur l'enfant, ne fait pas ci, ne va pas bien, comme tu disais, qui n'écoute pas ou qui n'est pas coopératif. Et finalement, c'est d'amener aussi le parent à aller voir en fait pourquoi ça me déclenche autant de réactions et d'émotions, et comment c'est pour moi. Et peut-être que il y a des choses qui peuvent être mises en lumière rien qu'avec ce dialogue d'écoute. Ah, tout à fait. On a déjà fait plusieurs permanences d'accueil avec Nadia. Et c'est vrai que c'est souvent ce qui ressort, parce que, comme vous dites, il n'y a pas de... Alors, des fois, il peut avoir du somatique comme porte d'entrée, mais globalement, il n'y a pas de pathologie derrière. Et en fait, on se rend compte que, effectivement, souvent, c'est finalement, l'enfant va bien. Il a des
des émotions, des comportements que le parent n'arrive pas à comprendre ou à entendre, mais en fait souvent la problématique finalement, le mal-être vient de l'histoire des parents. Exactement. Et c'est difficile à mettre le doigt dessus. Donc en fait déjà rien qu'en parlant, des fois il y a des choses qui s'ouvrent rien que dès ces premières 30 minutes. On a une autre perspective en fait qui s'ouvre directement. C'est vrai qu'on va directement agir finalement sur le côté très préventif pour éviter l'épuisement ou le burn-out parental. On n'est pas sur des enfants qui vont être atteints de troubles, ce qui va aussi permettre du coup de travailler davantage sur le côté préventif, qui passe certes par de la théorie, mais pas que par de la théorie, par cette écoute qui est quand même importante. C'est qu'un rendez-vous qui dure une demi-heure, je sais pas toi Mélissa, mais dans nos cabinets, c'est quelquefois la patiente va arriver avec une problématique qui va être d'ordre médical, donc on va quand même déjà accueillir le somatique, prescrire les examens complémentaires si nécessaire, faire un examen clinique. Donc on a quand même une grosse partie du rendez-vous qui est quand même tournée que sur le médical, ce qui est déjà mal, parce qu'il faut le faire. Et après, sur la partie préventive, quelquefois, on arrive, nous, à les insérer sur nos rendez-vous ou prendre du retard pour pouvoir l'apporter. Là, on a vraiment un temps qui est dédié, où on va accueillir vraiment ce temps d'écoute. Et ça, c'est vraiment... c'est important. Ouais. Et toutes les fois où on a fait des permanences d'écoute avec Mélissa, je sortais de là et je lui disais, en fait, on se sent utile. Ça redonne vraiment du sens à l'intérêt de ce projet. Et où quelquefois, on a pu avoir des doutes, mais en fait, nous, on n'a plus aucun doute sur... Il y a les autres structures qui proposent des choses et nous, on a aussi des choses à apporter qui sont très complémentaires. On va faire une courte pause musicale et puis on va continuer de découvrir la maison de la parentalité des familles et puis le lien d'attachement, tout ce qu'on peut y retrouver dans quelques instants. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voici de retour avec Nadia Sabati-Abadi, qui est sage-femme sur Aix-les-Bains, et le docteur pédiatre Mélissa Geny, qui est aussi à Grésy-sur-Aix, donc juste à côté d'Aix-les-Bains. On est là pour parler de la maison de la parentalité des familles qui s'est ouverte à Aix-les-Bains et de toutes ces initiatives qui vont venir prévenir et nourrir finalement le lien d'attachement, le lien familial et la création d'une famille, d'un bébé qui arrive, d'un second bébé qui arrive et de toutes ces situations où on aurait besoin d'un lieu ressource et de soutien. On allait donc poursuivre en fait sur un petit mot sur cette initiative des 1000 premiers jours que sans doute vous ne connaissez certaines peut-être pas ou que vous avez pu voir passer, mais qui est pour moi assez importante parce que grâce à cette initiative-là, ça a pu comme donner un nouveau mouvement en France et peut-être dans d'autres pays, je ne sais même pas si c'est lié que à la France ou dans d'autres pays, mais d'amener un autre mouvement où on va revoir un petit peu les bases du développement de l'enfant, de ce qu'on peut attendre de lui et de l'accompagnement du parent et de l'enfant. Dans cette grande initiative, ce sont plusieurs professionnels, n'est-ce pas, qui se sont réunis ensemble pour un peu débattre. Moi, je sais que des personnes qui m'avaient beaucoup impacté, ce sont Boris Cyrulnik qui est psychologue et puis Isabelle Filiosa aussi qui est pédopsychiatre, je crois, et qui a écrit beaucoup de livres, qui est très connue, Isabelle Filiosa. Mais voilà, je trouvais que c'était moi qui en tant que maman à l'époque où ça se passait, découvrais le maternage proximal, découvrais l'accompagnement de l'enfant et de toute la complexité que ça pouvait être, je trouvais ça hyper fort et important que il y a une initiative plus grande en fait qui veuille mettre l'enfant au cœur des préoccupations, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Alors, c'est que ces 1000 premiers jours, ils sont importants. Ils sont maintenant reconnus par toute la communauté scientifique, médicale. 1000 premiers jours, est-ce que tu peux nous dire du coup? Voilà, j'allais y venir. Donc, en fait, c'est considéré déjà la période périnatale, prénatale, et ainsi que on va dire globalement les 2 premières années de vie de l'enfant, où il vont se passer de nombreuses choses sur le plan de l'environnement, l'environnement de l'enfant, et de la santé de la mère, entre autres, et comment l'enfant va se construire pour pouvoir aller explorer, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de dire que cette période-là, de préconception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, elle est importante. Elle joue un rôle fondateur dans l'adulte en devenir, en fait, de cet enfant, n'est-ce pas? Dans l'adulte, dans la santé de l'enfant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte... alors, il y a des données scientifiques et tout ça. Les 1000 premiers jours, c'est un rapport qui a été commandé par le gouvernement, mais
sur une solide base scientifique et qui montre que en fait l'enfant dès la conception, l'environnement a un impact sur sa santé future. Alors ça peut être vertigineux dit comme ça. Je trouve qu'il y a un côté un peu angoissant de se dire mince, si je fais un truc de travers, il peut avoir des impacts. Je pense qu'il faut pas le prendre comme ça. Je pense qu'il faut voir plutôt ce rapport comme quelque chose de positif et en fait enfin mettre en lumière le fait que un enfant il se construit dès la conception, que voilà, tout ce qui se passe n'est pas anodin pour lui et qu'on essaye en tant que futur parent de faire au mieux pour que cet enfant se développe bien. Essayer de donner des pistes aux parents, de dire voilà ce que vous pouvez faire au mieux. Oui. Un parent ne sera jamais parfait. Exactement. Mais on peut essayer d'avoir des pistes pour dire ça on peut le faire au mieux, ça aura un impact sur la santé de mon enfant et ce qui est important je trouve dans ce rapport là, c'est effectivement qu'il y ait que ça vienne du gouvernement en fait, surtout c'est que en fait on se rend compte que la santé de nos enfants elle est primordiale pour faire notre société et les adultes en devenir. Exactement. Et aujourd'hui, on se rend compte que des fois, on a fait des choses un peu tard. On se rend compte un peu tard de ce qu'il faut faire. Alors qu'on peut mettre en place des choses dès le début pour sécuriser nos enfants et pour en faire des adultes épanouis et adaptés à notre société. C'est mettre de la conscience sur ça, en fait. Ces découvertes, toutes ces découvertes s'appuient sur, on parle des neurosciences, on parle de plein de sciences maintenant qui commencent à nourrir les données scientifiques autour de l'accompagnement de l'enfant, et c'est mettre de la conscience de maintenant je sais que cette période-là, elle a une importance. Donc, qu'est-ce que je décide de faire avec cette information-là ? Est-ce que je décide de l'ignorer et donc j'en assume aussi les conséquences et la responsabilité ? Ou est-ce que maintenant que j'ai conscience que c'est important, eh bien, comment je peux continuer à faire attention, par exemple, à mon alimentation, à mes activités, à l'environnement de ma maison, ou aussi à comment moi je me sens émotionnellement à l'arrivée de cet enfant, et de dire ça a de la valeur, ça a de l'importance. Là où avant, je crois qu'il y a comme un peu une génération qui change. Avant, c'était peut-être pas, on parle pas de ce genre de choses, ça comme pas de place dans les sujets de discussion, et que c'est comme si avec ces 1000 premiers jours, on pouvait dire et maintenant ça a sa place, c'est important, et on peut venir en parler. Comme dans les séances d'écoute que vous proposez, que la Maison de la parentalité et des familles propose, par exemple, ou aller voir, investiguer, on va dire, d'autres sujets qui pourraient résonner en fait avec cette volonté d'accompagner, cette période-là du développement du bébé et de l'enfant. Dans ce développement-là, d'ailleurs, on va parler donc de lien d'attachement, du lien familial. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on a cité ce mot. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, mais c'est quoi en fait le lien d'attachement ? Alors oui, c'est que le lien d'attachement, on a beaucoup parlé. Alors nous, c'est un peu ce qui nous nourrit aussi beaucoup, la Maison de la parentalité. On a tous, et tout été formés à cette théorie de l'attachement, qui va permettre qui permet à l'enfant de se sentir en sécurité. Ce lien, il va vraiment se créer sur sa première année. C'est comment la figure d'attachement principale, qui est bien souvent la maman, et les figures d'attachement secondaires vont permettre à l'enfant de se construire pour pouvoir se développer et partir explorer. Et on va comme ça définir différents types d'attachement, pour faire simple, attachement sécure ou insécure. Mais en fait, c'est dans les deux cas, c'est bien. Oui. Voilà. C'est aussi rassurer, quelle que soit la manière dont l'enfant va s'attacher. C'est le lien affectif qui va naître entre l'enfant et dans la théorie de l'attachement, on a souvent le mot qui revient de caregiving. Le donneur de soins. Oui. Alors après c'est une théorie qui est assez ancienne, donc on a des mots qu'on n'utiliserait peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas à la base on disait le donneur de soins, et c'est la personne qui va prendre soin de l'enfant. Et prendre soin, c'est pas forcément donner à manger, changer la couche, c'est rassurer l'enfant et créer ce lien affectif qui se construit dès la naissance et même dès avant la naissance, et qui se nourrit en fait au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et en fait, effectivement, c'est notre colonne vertébrale à nous. Il y a d'autres théories qui existent, mais c'est vrai que la théorie de l'attachement est quand même assez facile à comprendre, assez facile à imager, en expliquant aux parents. La figure d'attachement est principalement les parents
aussi, quand on va plus loin dans la théorie, c'est aussi principalement la maman. Parce que généralement, c'est elle qui donne les premiers soins. Enfin, en fait, voilà, mais ça peut très bien être un grand-parent, voilà, le parent adoptant. En fait, c'est vraiment la figure d'attachement qu'on appelle principale, celle qui va donner le soin à l'enfant. Et cet enfant-là, quand il aura un lien affectif qui va être construit, et le plus tôt et le mieux il est construit, cet enfant pourra aller découvrir son environnement, découvrir le monde, entre guillemets, et se sentir en sécurité pour faire ses découvertes et grandir, puisqu'il sait que son lien affectif, il est sécurisant pour lui. Oui. Et pour aller plus loin, dès qu'il va découvrir aussi du danger, il sait du coup où est son porte-avions, qui va être, c'est une image qu'on utilise beaucoup dans les théories d'attachement, et pouvoir aller retrouver sa figure maternelle pour retrouver de la sécurité. Ouais. Donc il y a vraiment tout un chemin qui va se faire, qui part de la figure de l'attachement où l'enfant va pouvoir partir explorer, et dès qu'il va se retrouver face à un danger, se mettre en alerte et retrouver sa figure d'attachement pour aller sécuriser, se poser sur son porte-avions totalement sécure. L'image du porte-avions, on l'aime beaucoup cette image, elle a été illustrée par le docteur Reynaud, Anne Reynaud, qui a aussi participé aux 1000 premiers jours et qui est d'ailleurs à l'initiatrice des maisons de la parentalité en France. Et c'est vrai que c'est une image qui est assez facile à comprendre parce que on le voit dans ses livres, mais en fait, voilà, le porte-avions, c'est solide, il y a toutes les tempêtes qui peuvent aller sur la mer, il se renversera pas le porte-avions. Et en fait, elle figure en fait l'enfant comme un avion qui va découvrir en fait et qui va découvrir visiblement des tempêtes. Voilà. Et en fait, il sait qu'il peut retourner au porte-avions, il sera là le porte-avions. Il avance, le porte-avions il avance, mais il est sécurisé, il bouge pas. C'est une belle image. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une très belle image. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des actions individuelles, et donc là, on est en projet de lancer des actions collectives qui vont notamment tourner sur ce qu'on appelle un programme avion, typiquement ce nom-là, pour justement aider les parents à se repérer dans cette théorie de l'attachement, comment se l'approprier, comment l'utiliser, comment observer son enfant, maintenant qu'on a ces connaissances-là. Et je trouve que ça va être, pour moi, c'est un projet qui est très intéressant et totalement innovant. Parce que c'est pas toujours facile en fait de savoir qu'un enfant n'est pas en sécurité. Oui. Nous, les adultes, quand on n'est pas en sécurité, quand on a peur, on le dit. C'est ça. Vous voyez, je sais pas, vous avez le vertige, vous allez pas vous mettre, vous savez vous mettre en backup du vertige. Un enfant qui est pas en sécurité, c'est hyper déstabilisant pour les adultes, on a oublié. Un enfant qui va se faire une crise de colère, ça peut être une insécurité. Ouais. Mais c'est difficile. Et en fait, on sait pas comment réagir face à ça. Et parce qu'en plus, nous-mêmes, on a nos propres liens d'attachement. Notre propre attachement qui va être sécure ou insécure. Nos propres programmes et croyances de comment on a été éduqué. Exactement. Et donc, du coup, c'est ça aussi, c'est dans ces programmes-là, c'est aussi de décrypter un peu les comportements de l'enfant. Vous parliez des neurosciences aussi tout à l'heure. En fait, tout ça se rattache parce qu'en fait, aujourd'hui, avec les neurosciences, on sait exactement le développement cérébral de l'enfant. On sait que son cerveau est immature. On sait qu'il a des cerveaux primitifs. Mais on le voit, on a des IRM qui le prouvent, en fait. On a des imageries, c'est quelque chose de fondé. Et en fait, on voit qu'au fur et à mesure des années, ce cerveau, il se mature et du coup, ses émotions vont évoluer avec cette maturation. Le petit enfant, il fait avec ce qu'il a, en fait. Et dès qu'il est pas en sécurité, c'est sûr qu'il y a 2 ans, il va pas venir prendre la main de papa et maman en disant là, ça va pas, j'ai besoin que tu m'aides. Et ça peut être très déstabilisant pour des parents. On a encore quand même l'image du caprice, de l'enfant qui fait un caprice à 2 ans, alors qu'en fait, souvent, c'est juste qu'il y a de la fatigue, il y a de l'insécurité, il y a ce que vous voulez. Mais on voit juste le devant de l'iceberg, mais il y a tout ce qui est en dessous que nous, on va pouvoir après les chercher avec notre lecture et bonne observation de parents. Oui, c'est ça, ouais, parce que c'est vrai que on le voit, il y a plein de situations comme ça qui font écho où on constate en fait que ça c'est le lien de sécurité. Il y a vraiment cet exemple type où on fait garder notre enfant par une assistante maternelle ou une crèche, peu importe, et que quand on arrive, l'enfant se met à pleurer et à décharger et on sait pas. Voilà. Il y a beaucoup de parents qui savent pas interpréter la situation. Ils disent, il est pas content de me voir, dès que j'arrive, il pleure. En fait, c'est plutôt l'inverse. Et que c'est l'inverse. Exactement. Dans cette situation-là, c'est plus le retour du porte-avions. Voilà. Ça y est, je revois enfin le porte-avions et du coup, je lâche tout ce que j'ai vécu et que j'ai un peu stocké. Et là, en fait, je me régule.
C'est ça que l'enfant fait, en fait. Il se régule, n'est-ce pas, de ce trop-plein d'émotions qu'il a accumulé tout au long de la journée. Et les enfants sont aussi différents les uns des autres. Il y en a qui vont faire ça, il y en a qui ne vont pas le faire. Et c'est là que c'est assez déroutant en tant que parent. Le signal, il est comme brouillé parce que il n'y a pas comme une cohérence. Tous les enfants font la même chose. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule façon de faire, il y a plusieurs façons, effectivement. Ouais. Ah ouais. Toutes les familles sont différentes, tous les enfants sont différents. En fait, on parle d'humains et d'individus. Et comme vous disiez tout à l'heure, en fait, on a chacun notre histoire. En plus, on arrive avec notre histoire, avec nos enfants. Donc, forcément, vous allez regarder l'enfant d'à côté. Il va peut-être pas faire ça. Il va peut-être pas se rouler par terre quand maman vient le chercher à la crèche ou va faire le chercher à la crèche. Mais peut-être qu'à la maison, on va faire autre chose. Ouais, c'est ça. Il fera pas. Donc. Ouais. Chaque enfant. C'est ça qui est hyper difficile en tant que parent. C'est d'identifier les besoins de l'enfant et surtout nous de pas être déstabilisés. Enfin, en fait, faut déculpabiliser tout le monde. En plus, on est fatigué, tout ça. C'est tous arrivé de crier ou de dire sur notre enfant en disant mais arrête de hurler. Parce qu'on n'en peut plus, bien sûr. Ouais. Et c'est important ce que tu dis parce qu'on montre aussi l'authenticité de l'être humain. On n'est pas des parents parfaits qui ont des ressources infinies, qui ont des réponses à tout et qui peuvent répondre à toutes les demandes sans jamais vivre aucune émotion. L'enfant, il a aussi besoin de nous voir dans toute la diversité des émotions qui existent pour apprendre qu'elles existent et aussi il va apprendre par mimétisme, n'est-ce pas, de comment nous on va réagir dans certaines situations, comment on gère nos colères, nos tristesses, notre joie, l'amour, toute la peur, toutes ces émotions déjà de base, et puis après dans la nuance que ça, qui les compose. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là il faut pas que les parents se privent en fait de vivre leurs émotions. Et moi j'aime beaucoup après leur expliquer de revenir sur l'événement une fois que l'émotion elle est passée, de expliquer j'ai été en colère parce que pour moi ce qui s'est passé pour moi par exemple j'ai eu une journée de travail épuisante, je suis fatiguée, j'ai pas encore mangé, je suis pas nourrie dans mes besoins principaux et primaires déjà et j'ai pas su gérer la situation autrement qu'en explosant. Oui, c'est sûr que ça va sécuriser l'enfant et c'est ce que je trouve intéressant aussi à la maison de la parentalité, notamment à travers ce programme Avian qui va permettre de regrouper des parents qui quelquefois partagent des problématiques assez similaires et d'avoir aussi la puissance du groupe où le groupe va pouvoir également apporter des conseils, rassurer le parent qui jusqu'à présent, comme tu disais Mélissa, a peut-être eu des moments où c'était difficile, dire finalement je suis pas seule dans cette problématique-là. Et d'autres parents peuvent aussi faire des retours positifs. Moi dans ces situations-là, d'habitude, je reprends la situation avec l'enfant et ça va aussi apporter nourrir le groupe. Nourrir le groupe complètement. Exactement, c'est la richesse des cercles d'écoute et des cercles de parole qu'on peut retrouver. C'est le groupe est là aussi, on se sent là c'est vraiment moi en tant que parent du jour où on a pu croiser des parents qui faisaient un petit peu les mêmes courants pédagogiques que nous. Ça fait du bien, on se sent moins seul. C'est ça, c'est sortir d'isolement. Voilà, on se sent relié et puis on partage des astuces et ça fait du bien. Et je pense que, l'être humain recherche ça, recherche le lien et la résonance en fait avec les autres. Et c'est sur tellement de points de vue, parce que c'est ce qui vous a amené à créer ces réseaux et à créer du collectif, mais à la fois aussi, à créer le collectif au sein des parents. Effectivement. On va faire une dernière pause musicale et puis on poursuivra on terminera parce qu'on arrive déjà en dernière partie d'émission sur les types d'événements et d'activités qu'on pourra retrouver à la maison de la parentalité et des familles d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac, pour vous et avec vous. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voici de retour pour cette dernière partie d'émission. Je suis accompagnée de la sage-femme Nadia Sabatier-Abidi et de la docteure pédiatre Mélissa Geny qui exercent toutes les deux respectivement à Aix-les-Bains et à Grésy-sur-Aix. On était là ensemble pour parler de la maison de la parentalité et des familles, mais surtout de la thématique du lien d'attachement qui est vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit Mélissa, la colonne vertébrale de l'équipe qui exerce à la maison de la parentalité et des familles.
On a évoqué en deuxième partie d'émission ce que c'était le lien d'attachement. Si jamais vous nous rejoignez, sachez que vous pourrez réécouter cette émission sur les plateformes d'écoute en ligne de la chaîne YouTube Radio Grand Lac, et puis sur le podcast Parents Autrement sur Spotify et sur Apple. Je voulais qu'on termine cette émission en donnant un petit mot aussi, parce qu'on a parlé du développement du bébé dans son immaturité cérébrale et qui se construit année après année à découvrir aussi ses émotions et son fonctionnement, et qui développe ses compétences et ses capacités. Et je voudrais maintenant qu'on parle un peu aussi du parent, parce que dans le lien d'attachement, il y a deux personnes. Il y a le bébé et le parent. Et des fois que finalement le bébé se développe très bien, mais que c'est plutôt le parent qui va faire face à des difficultés d'attachement et des difficultés que voilà on arrive à nommer des fois. Moi, j'aime bien sortir de ce ne sont pas que des difficultés maternelles. Bien sûr que, comme on le disait, la majorité des figures d'attachement, c'est souvent la mère, celle qui est le plus présente, mais que ça peut aussi toucher des papas ou des coparents finalement, sans être forcément voilà dans un scénario où ce serait voilà le coparent femme qui n'aurait pas porté l'enfant mais qui serait à côté, et donc dans ces difficultés là, des fois il y a des choses qui vont venir entraver en fait la construction du lien d'attachement, et que ces choses elles peuvent être un peu en multiplant, c'est-à-dire que il y a comment s'est passée la grossesse, l'arrivée de cet enfant, une grossesse non désirée ou un déni de grossesse. Voilà, ce sont des choses, des situations particulières qui peuvent perturber la construction d'un lien d'attachement, mais aussi un accouchement qui ne s'est pas passé comme la mère ou le couple pouvait l'espérer. Et donc aussi, tout au long de la vie, tout notre bagage à nous, en fait, ce qui fait l'être humain que l'on est, mais comment on a été avec nos parents, comment nos propres parents ont pris soin de nous, comment on a été éduqués à nos émotions ou pas, et ça aussi, ça va à un moment donné ressortir tout au long de l'éducation, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, c'est bien de souligner ce qui se passe au moment de l'accouchement, au moment de la grossesse. C'est des moments clés dans la construction de la famille. On a bien vu avec le Covid, avec les mamans qui sont restées toutes seules, ou les papas faut penser aux papas qui ont été isolés. Il y en a qui nous racontent qu'ils sont restés dans la voiture pendant des heures et qu'on les a fait venir juste au moment où la maman était réellement au travail. Tout ça, effectivement, ça perturbe le lien d'attachement à la fois des parents, à la fois du nouveau-né. Alors, il faut aussi revenir sur le fait du lien d'attachement, de la figure d'attachement. Effectivement, dans la théorie de l'attachement, c'est des choses très théorisées. Donc, on parle de figure d'attachement principale et secondaire, mais en fait, le papa reste une figure d'attachement. Enfin, tout à l'heure, j'ai parlé de la maman, mais toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant peuvent être des figures d'attachement potentielles. Et le papa, évidemment, alors on va pas parler dans une famille. Alors, c'est vrai que là, on parle de deux familles parentales avec le papa et la maman. Deux mamans, deux papas, une maman solo, un papa qui se retrouve tout seul. Enfin, des familles monoparentales. Enfin, voilà, tout le lien d'attachement, il peut s'appliquer à tout type de famille. Il est universel. Il est effectivement universel. C'est juste, voilà, de créer un lien affectif avec l'enfant, qu'il ait une figure d'attachement qui l'accompagne. Donc ça, déjà, faut recentrer tout ça. Il n'y a pas que. Ouais. C'est vrai que majoritairement, on parle beaucoup des mamans, mais il faut remettre tout le monde au centre du cercle familial. Il y a de la place pour tout le monde. Les papas aussi. Alors, ce qui est beau aujourd'hui, je trouve, c'est que les papas sont de plus en plus impliqués. Moi, je vois beaucoup de papas qui viennent en consultation avec leurs enfants, qui viennent seuls, hein, des fois, même souvent, dès que les mamans, je trouve que les rôles sont bien redistribués. Il y a quelques années en arrière, on n'avait pas ça. La maman, elle venait toute seule chez le pédiatre ou chez le médecin généraliste. Là, on a beaucoup de papas qui s'investissent et ils ont envie de bien faire. Ils ont envie de savoir ce qu'ils peuvent faire pour trouver leur place. Et il y en a certains qui ont des vécus de l'accouchement, tout comme les mamans. Là, je vais parler de papa. Peut-être que Nadia, elle reparlera aussi des mamans, mais parce qu'en fait, les mamans, aujourd'hui, on en parle beaucoup. On sait, on revient beaucoup sur leur vécu de l'accouchement, sur leur vécu de leur grossesse. Les papas, on les oublie un petit peu, mais on a des papas qui sont traumatisés par les accouchements, par les grossesses, ou qui trouvent pas leur place. Bien sûr. Et c'est bien qu'ils aient aussi une sphère, un endroit. Enfin, la maison de la parentalité, elle est là aussi pour eux. C'est qu'ils puissent déverser leurs émotions ou leur place de parent en disant mais moi là en fait je me sens inutile, ou j'ai l'impression qu'on en discutait en off là que papa dise mon enfant m'aime pas, et en fait c'est de leur faire comprendre
à travers effectivement la théorie de l'attachement, mais aussi à travers les neurosciences et tout ça. Non, c'est pas que votre enfant vous aime pas, c'est juste qu'il exprime ses besoins vers la personne qui va lui donner soin principalement. Mais en fait, bien sûr que l'enfant est attaché au second parent. On est un second parent, ça comme ça. C'est la capacité de pouvoir faire un pas de côté, de pas prendre personnellement la situation, mais aussi d'avoir un espace d'écoute où venir déposer ce que je suis en train de traverser là avec mon enfant. C'est normal et il a le droit d'être touché, ce papa, par un comportement de rejet par exemple de son enfant, et c'est toutes ces initiatives, ces ressources qui vont le soutenir, apprendre, être informé de ce qui se passe pour son enfant et comprendre le fonctionnement de son enfant. Comprendre ensuite que ça ne vient pas être une histoire personnelle et que ce n'est pas l'enfant n'a pas encore cette capacité d'exprimer je ne t'aime pas. Quand on est nous on parle des tout petits, des 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà. Donc d'être dans cette démarche là, de faire des choses parce que j'ai bien décidé de je ne t'aimais pas, ça c'est plutôt l'adolescent qui va faire ça. Et ensuite de s'autoriser à s'accueillir et de dire qu'est-ce que je ressens moi dans cette situation-là, pourquoi ça me touche autant, et peut-être qu'il y a dans mon histoire quelque chose, des parts blessées, des histoires difficiles qui font que c'est difficile pour moi de voir mon enfant me rejeter parce que ça vient faire écho à d'autres histoires qui m'appartiennent. Après, pour revenir sur la place du conjoint ou du coparent, c'est que moi qui suis sage-femme, on a de plus en plus de conjoints qui viennent sur les consultations prénatales, lors des cours de préparation à l'accouchement. J'ai retrouvé effectivement comme Mélissa qui prennent de plus en plus leur place, et c'est très bien parce qu'ils sont totalement à leur place. Et pour ce qui est du vécu de l'accouchement, qu'il soit positif ou négatif, faut savoir que depuis quasiment 2 ans, la sécurité sociale met en place des entretiens postnataux qui sont ouverts aux mamans, mais aussi aux papas ou aux coparents, peu importe, qui peuvent revoir sage-femme. Je crois que c'est également ouvert aux médecins. C'est un premier entretien qui se fait 4 semaines après l'accouchement, et un deuxième qui peut être proposé 3 mois après la naissance du bébé. Et à la maison de la parentalité, je mets aussi en place des séances prénatales qui sont plutôt à visée de groupe, où justement les parents peuvent venir, soit autour d'une thématique, ou alors simplement une thématique libre. J'arrive avec mes besoins, juste partager ou apprendre des choses nouvelles. Après, pour ce qui est de cet aspect émotionnel où on peut avoir quelquefois cette impression que l'enfant ne nous aime pas, c'est aussi faire la différence, et ça je vous rejoins tout à fait, sur faire ce pas de côté entre le côté émotionnel et ce qui est l'attachement, parce qu'on est vraiment sur 2 choses qui sont assez distinctes. Ouais, bien sûr, exactement. Et puis après, le pouvoir nommer en fait que pouvoir permettre à un papa de dire en fait là je me sens impuissant pour gérer cette situation-là, et finalement au-delà du rejet, c'est aussi l'impuissance, se sentir démuni dans je ne sais pas comment accompagner cette situation-là, et trouver l'écoute et les ressources pour essayer. Simplement, refaire une expérience, essayer et voir qu'est-ce que ça change, ça soutient. On est encore dans la définition, mais c'est le soutien de la personne. Du coup, dans les initiatives qu'on va pouvoir retrouver à la maison de la parentalité et des familles, donc on a parlé de ces permanences d'écoute gratuites, donc là ce sont de façon assez aléatoire 2 personnes de l'équipe qui exercent là-bas qui vont les animer. Nadia, donc tu parlais aussi d'ateliers collectifs plutôt prénataux que tu proposais. Est-ce que tu proposes d'autres choses Alors j'ai donc les séances postnatales. Non, postnatales. Voilà, excusez-moi. Il y a les séances postnatales. Après, je peux aussi, en lien avec le vécu de l'accouchement, accompagner les femmes ou voire même les conjoints qui auraient vécu un psychotraumatisme au moment de l'accouchement ou au moment de la grossesse, voire même au moment du projet de grossesse. Je pense notamment aux femmes qui peuvent avoir des parcours longs de PMA, où ça peut ressortir des fois sur le postpartum, où on peut retravailler avec des outils de sophro, d'hypnose, de PNL, voire de motivessence pour les accompagner justement on va être plutôt sur des suivis courts, on n'est pas sur de la thérapie, on est sur un psychotraumatisme simple, et on saura quand même que si on face au psychotraumatisme simple, qu'on a des choses derrière qui sont un peu plus compliquées, on a l'avantage d'avoir d'autres personnes dans l'équipe qui pourront prendre en charge, je pense notamment aux psychologues de l'équipe, qui seront tout à fait, voire même d'autres professionnels du réseau à l'extérieur de la maison de la parentalité. D'accord. Et puis après, il y a les actions collectives qui vont arriver avec notamment le programme Avion qui démarrait normalement en septembre. D'accord, ok. Voilà.
Et toi, Mélissa, qu'est-ce que tu proposes comme prestation ou service Alors moi, je travaille surtout sur les actions collectives. Parce que on n'est pas beaucoup de pédiatres. Mon cabinet m'occupe déjà beaucoup sur les consultations. Donc pour l'instant, je travaille effectivement à élaborer les programmes avions avec les professionnels. Je fais des permanences d'écoute. On a l'idée, en fait, on voudrait travailler sur des conférences. En fait, comme vous l'avez dit, en fait, elle vient d'ouvrir la maison de la parentalité, mais en fait, on a énormément de projets en cours. Donc des conférences qui vont être ouvertes à la fois au grand public, mais aussi des choses qu'on peut pouvoir proposer aux professionnels qui sont intéressés par la théorie de l'attachement et d'autres pistes. Moi, je travaille beaucoup sur de l'allaitement. J'ai des formations en allaitement. On veut travailler aussi sur tout ce qui est arrivé d'un bébé, aussi comme on disait, le cycle du bébé, ce qui est les pleurs des enfants, comme comprendre le pleur d'un bébé, comprendre le sommeil de l'enfant, parce que le sommeil est un gros sujet problématique pour les parents. Donc c'est bien aussi de leur donner quelques clés, de dire ok, comment ça fonctionne le sommeil de l'enfant. On a pas mal de projets comme ça qui vont venir, et puis après on sein des professionnels qui travaillent avec nous, donc on sage-femme, pédiatre, on a des psychologues, on a un ostéopathe, on a des psychomotriciennes, on a une thérapeute familiale, j'oublie personne. On revérifie. La liste est là. On a tout le monde, je crois. Et un médecin généraliste. Puisqu'on a eu l'orthophonie, effectivement. Donc on a tout le monde. Donc et chacun va proposer en fait en fonction de ses compétences et d'accompagner les familles à la maison de la parentalité. Donc soit faire des actions collectives, soit ce qu'on appelle des actions individuelles. Faut quand même souligner que c'est des actions qui sont de courte durée. On n'est pas là pour faire du long cours. On est là pour faire de la prévention, encore une fois, prévenir ou aider à dénouer un petit nœud pour rentrer les choses dans l'ordre. On n'est pas là pour faire du suivi. Il y a énormément d'autres structures qui existent pour accompagner cela. Il y a la PMI, il y a des centres médico-psychologiques s'il y a besoin. On n'est pas là pour faire du somatique, c'est important de le souligner, parce qu'en fait, on veut vraiment travailler en interaction avec les autres acteurs du territoire. D'accord. On est là en complément. Et on est là pour accompagner les familles. Je pense que ce qu'il faut retenir, en tout cas, de tout ça, il y a une phrase de Monsieur Bowlby qui est intéressante. Je pense qu'elle définit bien la maison de la parentalité. C'est de dire qu'une société qui tient à ses enfants doit veiller sur ses parents. Et je pense qu'il faut vraiment retenir cette phrase-là. Et c'est ça qui définit notre action à tous et notre volonté. C'est qu'en fait, on a envie de prendre soin de tout le monde. Ouais. Et des parents en premier, parce qu'ils se sentent un petit peu dépassés. Je peux que confirmer. On prend soin des parents et on prendra soin de nos enfants. Ils iront bien. Exactement. C'est une émission qui est assez riche et qui fait vraiment écho à plusieurs phrases que d'autres intervenants sont venus partager ici. Et notamment, par 2 fois, il y a eu des papas qui sont venus témoigner pendant 1 heure de temps de leur expérience de papa. Et voilà, en fait, là, j'ai cette phrase du dernier papa qui a dit, en refermant des livres d'éducation de l'enfant, en fait, on va pas parler d'éducation de l'enfant, on va parler de sa propre éducation à soi, de ses propres émotions, et ça devrait bien se passer. Mais donc, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux, à Nadia Sabati-Abidi et puis Mélissa Geny d'avoir puis présenter la maison de la parentalité et des familles que vous allez pouvoir retrouver à Aix-les-Bains. Et puis si vous n'êtes pas du tout en Savoie et que vous nous écoutez en replay, n'hésitez pas à vous renseigner s'il y a une maison de la parentalité et des familles autour de chez vous. Si ça peut vous soutenir, vous offrir cet espace de ressources et de compréhension de ce qui se joue pour votre enfant et puis pour vous-même, saisissez-vous de ces opportunités. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 2 semaines pour une autre émission de Parents autrement. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée en Savoie et à tout bientôt. Radio Grand Lac. Votre radio.